Chers amis, sans plus tarder, nous allons accueillir notre invité politique. Cette semaine, je vous demande d'accueillir la députée de la Somme, Barbara Pompili. Ouais, non, mais voilà. Hein, Parce bon. qu'ils m'ont proposé une bouteille en plastique, je leur ai dit, vous me la refaites. Ils ont fait ça, ouais, non, mais l'année dernière, et donc, vous étiez venus. Très bien, vous avez quand même des gobelets en carton, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais un jour, il y aura des gourdes. Oui, non, il faut. Non, je sais, je viens de me rendre compte en plus, je sais. Barbara Pompili, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau de Backseat l'année dernière. Moi, j'ai servi à ça. Je vais pas oser boire de l'eau, Madame Pompili, je vous le dis. Non, mais allez-y, c'est bon. Merci. Vous étiez ministre de la Transition écologique, vous n'avez pas été reconduite dans le. J'ai pas voulu. Ah, vous n'avez pas voulu. Vous étiez dans le gouvernement de Jean Castex, Emmanuel Macron a été réélu, Elisabeth Borne a été nommée Première ministre, et on vous a proposé de redevenir ministre, et vous n'avez pas souhaité. En fait, vous avez fait savoir que vous ne vouliez pas. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que j'avais un très très grand ministère et que le président, qui avait parfaitement le droit de le faire, a décidé de le couper en deux. Donc moi, j'allais pas me retrouver avec la moitié des prérogatives que j'avais avant. Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être pas très clair pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est marrant, je vous en ai parlé cette semaine et c'est dans mon dernier best-of. Faire de la politique et être ministre, ça veut dire quoi? Et quand on a du pouvoir d'initiative, quand on a les moyens de l'ambition du projet qu'on veut mettre en place, ça sert à quelque chose d'être ministre. Mais c'est typiquement dans ce genre de choses, d'organisation ministérielle, quand on retire des délégations, quand on retire des responsabilités à un ministère pour le filer à un autre, c'est dans ces moments-là qu'on perd du pouvoir. Oui, mais bon, je l'avais un peu voulu, donc je vais pas me... C'est-à-dire? Parce que depuis très longtemps, je considérais que c'était pas bon que le ministère en charge de l'environnement soit le seul qui ait la charge mentale des questions écologiques. Et donc, je m'étais battue avec d'autres pour qu'on crée un organe auprès de la Première ministre pour que ce soit la Première ministre qui s'en charge. Et donc, cet organe-là, il a été créé, il s'appelle Secrétariat général à la planification écologique, et ce secrétariat général, c'est la Première ministre qui doit s'en occuper. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est mieux sur le fond, parce que du coup, la Première ministre, elle va obliger, il faut qu'elle le fasse, obliger tous les ministères à s'en occuper et pas laisser comme avant mon ministère, même si, bon, évidemment, c'est un peu caricatural, il y en a qui faisaient des efforts, mais mon ministère tout seul, dans les rimes, les machins, à devoir se battre pour imposer un peu d'écologie partout. Donc, c'est bien, mais du coup, mon ministère devenait un peu moins important, si tout va bien, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas au bout sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais moins d'intérêt à y rester. Et puis bon, moi, je veux dire, je peux vivre sans être ministre. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, vous êtes plus qu'ancienne ministre, puisque vous êtes députée, vous avez été réélue députée, donc députée de la Somme. Et c'est vrai, Adèle en a parlé dans sa chronique, c'est vrai que vous faites vivre au sein de la majorité une voix de plus en plus discordante. Récemment, vous avez quitté le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale pour devenir apparenté Renaissance. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était pas apparent? Ben non, manifestement, ça n'était pas. En fait, c'était juste une clarification. Parce que moi, j'ai créé un parti qui s'appelle En Commun. Ouais. Je l'ai créé en 2020, après la Covid, parce que je considérais qu'on n'arrivait pas, au sein de la majorité, à avoir suffisamment de débats politiques. Et que je pense que c'est un très mauvais service à rendre à la démocratie, que dans une majorité, il y ait une pensée unique. Donc on a besoin d'avoir des débats, et je trouve d'ailleurs que plus que jamais, en ce moment, on a besoin d'avoir des débats. Donc j'avais créé un parti. Il s'avère qu'on l'a payé assez cher, parce que du coup, ça a été compliqué. À la fin, on est 4 députés. Quand on est 4 députés, on ne peut pas faire de groupe à l'Assemblée. Donc, on pouvait être non-inscrit, mais être non-inscrit, on a zéro moyen, on ne peut pas travailler. Donc, il fallait qu'on se rattache à un groupe de la majorité. Donc, on s'est rattaché à celui-là. Mais du coup, comme on était membre de ce groupe de la majorité et que ce groupe de la majorité a eu la bonne idée de prendre le même nom qu'un parti politique de la majorité auquel je n'appartiens pas... Ah oui, En Commun. Non, Renaissance. Renaissance. C'est le même nom. Donc, tout le monde me disait, vous êtes député Renaissance. J'étais là, non, je suis député En Commun. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, stop, on se met en apparenté, on est dans la majorité, avec tout ce que ça veut dire. Vous êtes toujours dans la majorité, Barbara Pompili ? C'est-à-dire, en ce moment, c'est plus confortable d'être dans l'opposition, je vous le confirme. Mais vu qu'on parlait de clarification, Madame Pompili, est-ce que vous êtes oui ou non dans la majorité, oui ou non en soutien d'Emmanuel Macron ? Je suis dans la majorité, je l'assume. Et je vous dis, ce serait plus simple de pas y être, pour une raison assez simple, c'est que je suis une écologiste depuis toujours, et je considère que si il n'y a personne dans la majorité qui travaille à faire en sorte qu'on puisse continuer
à réformer ce pays dans les 4 ans qui viennent, parce que moi je veux bien que tout le monde se projette à 2027, mais d'ici 2027, il y a 4 ans. Pendant 4 ans, s'il n'y a pas un peu de bonne volonté pour essayer de recréer des liens entre tout le monde, pour pouvoir faire des réformes qui sont très nécessaires pour notre pays, eh ben, le pays va être paralysé pendant 4 ans. Et moi, je considère que quand... Je veux dire, on pourra parler de la réforme des retraites, si vous voulez, tout ça. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, la planète se réchauffe. Pendant ce temps-là, on a des problèmes en cascade qui nous tombent sur la tête à cause du réchauffement climatique, qui touchent tous les aspects de notre vie. Que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on boit, que ce soit l'air qu'on respire, que ce soit la manière qu'on a de se déplacer, tout. Et puis, là, du coup, plus personne s'en occupe. Et moi, je considère que si on s'en occupe pas pendant 4 ans, c'est criminel. Ce qui fait que vous restez dans la majorité, vous le dites, c'est la nécessité de mener les réformes dont notre pays a besoin. Il y en a une de réforme dont, semble-t-il, notre pays aurait besoin, d'après le président de la République, c'est la réforme des retraites. Son cœur, cette réforme, c'est le décalage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64. Or, Barbara Pompili, vous avez annoncé que si c'était arrivé au vote, vous n'auriez pas voté. Le cœur de cette réforme. Mais est-ce que ça fait de vous une députée de la majorité? La question peut se poser sur un truc aussi essentiel, important, de la bouche du président de la République lui-même. Vous voyez ça, effectivement, ils en ont fait quelque chose qui était devenu un marqueur de la majorité. Mais quand on est dans une majorité, j'ai été dans plein de majorités avant, il s'avère que si on n'est pas dans le même parti politique, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout. Sinon, on serait dans le même parti politique. Et encore, même dans les partis politiques, il y a normalement des nuances. Normalement, dans les partis politiques qui fonctionnent démocratiquement. Donc, je ne suis pas dans le même parti parce que je peux globalement assumer de suivre une vision, de suivre un président. En plus, j'avais travaillé avec lui dans le précédent quinquennat. Je vous rappelle que l'offre politique pour la précédente présidentielle, c'était aussi un peu compliqué. Donc, j'ai assumé, j'assume complètement d'avoir été élu aussi dans la majorité. On le doit aussi un peu à nos électeurs quand même. Il ne faut pas non plus les prendre pour vous avez été élu, oui. Voilà. Oui. Par contre, moi, vous pourrez regarder, dans mon tract, je n'avais pas mis la réforme des retraites. Parce que c'était un des points, j'en ai d'autres, mais c'était un des points sur lesquels je n'étais pas d'accord. Et comme je n'étais pas d'accord, je me suis dit, je peux dire, je ne suis pas d'accord, puis je peux dire, je suis dans la majorité, on va essayer, dans cette réforme, de mettre des choses. En sachant que sur les 64 ans, je ne serai jamais d'accord, parce que je pense qu'il y avait d'autres possibilités de trouver des financements que de passer à 64 ans. Oui, vous ne l'avez pas mis sur votre tract, mais ça ne voulait pas dire qu'en étant les députés, vous auriez dit, de la majorité, vous auriez dû voter cette réforme-là. Et c'est-à-dire que ce n'est pas fondamental pour vous au point de vous dire « Non, par contre, je ne peux pas être élu dans cette majorité-là ». C'est-à-dire que ce n'est pas un point fondamental. C'est extrêmement important pour la majorité des Français aujourd'hui, et vous le voyez dans les manifestations qu'il y a eu. Mais pour vous, vous êtes dit « Ouais, moi, je ne le mets pas sur mon tract. Et puis on verra si je le vote pas, mais je reste quand même dans cette majorité-là, ça me va. » Parce que dans ces cas-là, dès que j'ai un point de désaccord, aussi important soit-il... C'est un point fondamental. C'est un point fondamental, parce que les Français, le président de la République a dit moi, ça sera... Enfin, il ne l'a pas dit exactement, mais enfin, c'est devenu une réforme emblématique. Moi, je considère qu'une réforme comme celle-là, où, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, tout le monde le sait, parce que tout le monde a épluché ce texte en long, en large et en travers, il y a une clause de revoyure. C'est-à-dire qu'il y a une clause de revoyure, c'est une loi, ça peut être changé. Il va y avoir... Ça va arriver plus tôt, parce que là, il va y avoir une loi d'abrogation, c'est ça le mot qui va arriver. Barbara Pompili, vous la voterez, cette loi d'abrogation? Moi, je suis contre les effets d'annonce qui servent à rien. Je suis c'est pour... une proposition de loi, c'est pas un effet d'annonce. Quand c'est déposé par l'IOT, je ne sais pas si ça va l'être. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va faire un truc qui s'appelle le admettons. Admettons. D'accord? Admettons que cette proposition de loi soit déposée, admettons qu'elle arrive à l'Assemblée nationale, qu'elle soit mise à l'ordre du jour, ça c'est tout à fait possible. Admettons qu'elle soit votée, c'est possible. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la navette parlementaire, donc il faut que ça parte au Sénat. Elle ne sera jamais appliquée. Il faut que ça parte au Sénat. Donc là, elle est adoptée, je crois que c'est en début juin. Elle part au Sénat. Il faut que ça arrive à l'ordre du jour du Sénat. Déjà, le gouvernement ne mettra pas l'ordre du jour, c'est logique. Le groupe majoritaire qui est maître de l'ordre du jour au Sénat, les Républicains ne mettront pas l'ordre du jour. Donc, il faut que ce soit un groupe minoritaire qui le mette dans son ordre du jour à lui. Donc, ça veut dire que ça nous repousse déjà à la rentrée, c'est-à-dire qu'elle est déjà en train d'être appliquée à ce moment-là. Ça arrive dans... Admettons. Admettons, ça arrive donc dans cette niche au Sénat d'un groupe qui l'aurait mis à l'ordre du jour. Ça ne sera pas voté. Oui, c'est sûr. Et admettons même que dans un espèce de moment de folie furieuse où tous ceux qui ont voté pour la dernière fois changent d'avis, ça serait voté, mais dans ces cas-là,
de toute façon, la loi serait déjà en train de s'appliquer, puisqu'elle s'applique en septembre, la loi. Ouais. Donc, moi, je ne veux pas que... on fasse des effets d'annonce qui sont juste là pour faire... ça aurait un effet politique, machin. Justement, mais, en fait, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est changer la vie des gens réellement. Pas reperdre du temps sur des trucs où ça ne marchera pas. Donc, trouvons d'autres solutions. Admettez aussi que ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale ou des députés voteraient des trucs en sachant très bien que le Sénat dira non, mais parce que c'était quand même des combats politiques. Donc même si le Sénat dira non, évidemment qu'il dira non, mais peu importe, il y a quand même des moments où les députés disent nous, c'est important pour nous, donc on va voter ça. Donc il y a un moment où vous allez devoir lever la main quand la question sera posée, vous votez pour ou vous. C'est important pour les gens et pour vos électeurs de savoir aussi, parce qu'une fois pour mes électeurs, je leur dis tout ça, c'est votre. Pour mes électeurs, je leur dis très clairement, je ne participe pas au cirque. D'ailleurs, vous m'avez pas vu pendant la réforme sur les retraites. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais j'ai pas du tout eu envie d'alimenter la chronique. J'ai trouvé que nous avions des syndicats qui faisaient très bien leur travail, qui ont été extrêmement respectables et qui d'ailleurs ont été, plus respectables que le spectacle parlementaire qui m'a donné envie de pleurer. Non, mais au-delà du parlementaire, médiatiquement, par exemple, vous vous êtes pas dit, je peux apporter mon soutien, moi je suis contre cette réforme, je peux marquer une opposition. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez susciter le débat au sein de la majorité. En vous affirmant davantage dans les médias. Non, plus que ça encore. Plus que ça encore, c'était nécessaire, je pense, au niveau pour les gens. D'affirmer cela et de donner plus de visibilité à cette position. Vous savez, bon, peut-être que vous l'avez pas vu. Mais je peux vous dire que dans la majorité, évidemment dans la majorité, beaucoup vu. Vous êtes entre l'enclume et le marteau. Oui, mais bon, ça c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que dans la majorité, on m'a même traité de frondeuse. J'ai dit on peut exprimer une opinion sans être frondeur. Oh le gros mot. Ça rappelle des souvenirs. Antoine. Est-ce que cette question aurait dû être tranchée par référendum ? Pourquoi pas ? De toute façon, on va voir ce qui se dit sur le RIP, et puis là on verra bien. Mais après, une fois que la question sera tranchée, de toute façon, je considère que, et c'est peut-être ça aussi ma manière de voir, c'est que le combat ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que maintenant, on a des points très importants que nous, on a mis sur la table avec mes collègues d'En Commun, et avec d'autres d'ailleurs députés qui sont moins vocaux, mais qui sont pas à l'aise non plus avec ce qui s'est passé sur la réforme des retraites, où on s'est dit, OK, vous voulez qu'on... Ah oui, on m'a dit qu'il fallait pas que je tape sur la table. Vous voulez qu'on parle des retraites, des conditions de travail des gens, très bien. Il faut qu'on travaille sur un index senior contraignant. Il faut qu'on travaille sur remettre à plat enfin les conditions de pénibilité, tout ce qui concerne la pénibilité qui avait été annoncé, qui n'a pas été fait. Ouais. Il faut qu'on travaille aussi sur vraiment une égalité homme-femme sur les salaires et sur les carrières professionnelles. Moi, c'est tous ces sujets-là. Une partie de ces mesures ont été censurées. Alors, elles ont été censurées, mais surtout sur la forme, donc elles vont revenir. Ouais. Parce que... non, puis il n'y avait pas tout dans le texte. Parce qu'il y a un choix qui a été fait, qui est un choix qui était forcément mauvais, qui était de mettre ça dans un texte budgétaire. Et donc, quand vous mettez ça dans un texte budgétaire, tout le reste de la réforme, qui était très important, n'a pas pu être traité. Donc, nous, on dit, OK, maintenant vous voulez qu'on discute, vous voulez qu'on avance sur ces sujets-là. Vous avez dit, et je pense à la sincérité d'Elisabeth Borne sur ce sujet, vous avez dit que vous vouliez vraiment avancer sur ces sujets qui sont cruciaux pour nos concitoyens. Eh bien, allons-y. OK. Malek. Madame Pompili, vous, comme tous les autres députés de l'hémicycle, vous n'avez jamais eu à voter sur la réforme des retraites. Jamais. Non. Vous avez à vous prononcer sur la responsabilité du gouvernement, oui, mais pas sur le texte. Admettons qu'il y ait cette loi d'abrogation, encore une fois. OK, même si elle n'arrive pas, même si elle n'est pas mise à l'ordre du jour du Sénat, vous avez pris un engagement, oui et non, en ne mentionnant pas cette proposition-là dans votre tract pendant votre campagne. Votre rôle de député, c'est aussi... parce que je ne m'engageais pas dessus. Bien sûr. Ouais. Votre rôle de député, c'est aussi de faire preuve d'un peu de courage et de voter au moment venu. Donc la question, oui ou non, je sais que c'est un petit peu brutal comme question, mais... Si loi d'abrogation est mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes amené à la voter, oui ou non ? Je sais pas. OK. Non, je vais voir, je vais en discuter, parce que nous, on fait des votes, on est 4, donc on essaye, on essaye d'être cohérent dans nos votes. Mais ce que je vous dis à l'heure actuelle, c'est que, et là je le dis clairement, oui, je suis contre le passage de 62 à 64 ans. Je pense que, moi j'avais demandé à ce qu'on puisse avoir une taxation sur les dividendes.
Pour financer le... Oui, parce que il nous disait il faut rester dans l'état d'esprit de la réforme par répartition, et ça j'entends. Et ne pas augmenter les prélèvements obligatoires. Donc on se disait, mais en fait c'est une cotisation sociale quelque part, c'est un revenu du travail, un dividende, indirectement. Oh oui. Donc on se disait, ces revenus-là peuvent cotiser. Ça a du sens. Donc ça c'est quelque chose que je porte énormément et que je vais continuer à porter parce que c'est pas fini, il y a encore des budgets qui viennent. Donc on va remettre ça régulièrement sur le métier. Mais sur le vote de ça, encore une fois, j'aime pas l'idée d'être instrumentalisé dans une forme de spectacle politique qui ne mène à rien. C'est pas du spectacle politique, madame. C'est votre avis. Oui, c'est mon avis. Mais en fait, c'est le mien. Ça va être votre occasion pour la première fois, depuis le début de la discussion, de vous prononcer sur le texte, en quelque sorte. Mais on verra. On a fait des votes. Je vous rappelle que sur l'article 7... Il n'y a pas eu de vote. On aurait bien aimé pouvoir voter. Ah, je vous confirme. Et je vous rappelle, pour mémoire, que si on n'a pas pu voter l'article 7, pour le coup, parce qu'il faut être juste dans la vie, il faut être juste. C'est pas de la faute du président de la République ni de la première ministre. Alors, il y a eu des petites indiscrétions, notamment avec dans l'état-major du groupe Renaissance, dont vous n'êtes plus, on a bien noté, qui se réjouissait justement finalement de ne pas être allé au vote je crois que ça a arrangé de l'article 7. Mais ça a arrangé pas mal de monde quand même. Pour rendre à César ce qui est à César, une partie de l'hémicycle, plutôt vers la gauche, a effectivement fait un travail qu'on appelle d'obstruction pour ne pas aller jusqu'à l'article 7 en accusant le gouvernement d'être responsable de cette obstruction parce qu'il avait choisi la loi. Ce qui a arrangé pas mal de monde. Etc. Bon, bref, tout ça pour dire, on va pas refaire le match, parce que moi je peux le refaire tout le temps quand vous voulez, le match. Article 47.1, oui, budget, etc. Mais en même temps, bon, on va pas le refaire, on l'a déjà fait 1000 fois ce débat, mais il est très intéressant. Vous avez entendu Barbara Pompili, vous l'avez rappelé, vous êtes une écologiste depuis toujours, ça vous tient à cœur, vous avez été ministre. Vous avez entendu dans les manifestations sans doute ce slogan « Pas de retraite sur une planète brûlée ». Oui. Il y a un lien direct entre la question des conditions de travail, des conditions de cotisation dans des systèmes de solidarité et la question climatique. En tout cas, il y a un lien qui est fait par des manifestants issus du mouvement climat. Comment vous l'analysez, vous, ça ? C'est logique. C'est logique. Et vous avez repris la phrase sur la vision politique. Je ne sais pas si le président a une vision politique ou pas sur l'écologie. Ce que je dis, c'est qu'il ne l'exprime pas. Et que c'est peut-être ça son problème. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on sait... Tout le monde sait que le climat se réchauffe, que ça a des conséquences et qu'il va falloir s'en occuper et qu'il faut s'en occuper beaucoup. On peut le voir de deux manières. Soit d'une manière extrêmement technique, c'est-à-dire le climat se réchauffe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'émissions de gaz à effet de serre, donc il faut baisser les gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre, les transports, le logement, les machins, etc. Ouais. Donc, on va regarder secteur par secteur comment on baisse, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est un regard technique qui est fait par le gouvernement. C'est un regard technique qui est fait et qui est fait plus ou moins bien selon les secteurs, mais en tout cas, c'est fait. Okay. C'est fait et d'ailleurs, il y a déjà quelques résultats. Et après, il y a une vision politique. Et je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui manque dans le fait que aujourd'hui, tout le monde est désespéré, tout le monde a peur de l'avenir, tout le monde est en colère, tout le monde se montre les uns contre les autres, alors que je rappelle qu'on est tous dans le même bateau et que si on ne gère pas tous ensemble ce problème, on va tous se le prendre dans la figure. Et en premier lieu, pour revenir à la question, en premier lieu, les plus fragiles. C'est toujours les plus fragiles qui se prennent en premier les conséquences du réchauffement climatique, les pays les plus fragiles. Et dans les pays industrialisés comme les nôtres, les plus fragiles, ceux soit qui ont des problèmes de santé, soit qui ont des problèmes de revenus, etc. Oui, mais ce tous ensemble n'exclut pas la répartition de l'effort. Et donc, pour faire ça, il faut avoir une vision. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on essaye de mettre des emplâtres sur une jambe de bois ou est-ce qu'on profite quelque part de cette occasion ? Parce qu'il est là, le changement climatique. Donc, soit on s'en occupe et on se dit c'est peut-être l'occasion d'en profiter pour changer un petit peu la société dans laquelle on vit, pour essayer de réfléchir à nos modes de vie, pour essayer de vivre mieux, pour recréer du lien, pour arrêter cette déshumanisation qu'on est en train de vivre, et donc pour essayer vraiment de reconstruire une nouvelle société dans laquelle il y aura plus de justice sociale, parce que justice sociale et environnementale, c'est la même chose. Oui, et donc, on l'a décrit, cette société. Ou alors, juste, je termine. Allez-y. On ne s'en occupe pas, on se met la tête dans le sable, on essaye de repousser les échéances, comme toujours. Moi, dans ma loi climat-résilience, où on m'expliquait que c'était nul, que c'était pas assez, etc., là, maintenant qu'on est en train de mettre en place ces conséquences, tout le monde vient me voir pour me dire oh, « ça va trop vite, ça va trop loin, c'est horrible, le ZAN, les ZFE, etc. » Eh bien, si on s'en occupe pas, on va quand même devoir passer le cap. Et là, je peux vous dire que la casse sociale, ce sera autre chose
que ce qu'on connaît aujourd'hui. La question du changement climatique, dans sa prise en compte, qu'elle soit technique ou politique, le rapport du GIEC le dit lui-même, il y a une nécessité de travailler sur la démocratie, notamment pour ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale des décisions et des mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Meilleur exemple, la taxe carbone, gilet jaune, parce que c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que c'est à moi, avec mes 206, de payer plus cher le pétrole, alors qu'à côté, il y a des gens qui ça va pas avoir le même impact sur leur vie. Maintenant, je pense qu'on a bien le truc. Mais quand des gens disent pas de retraite sur une planète brûlée, ça dit aussi justement cette répartition de l'effort et l'injustice de cette répartition de l'effort. Faire payer 2 ans de plus le travail des gens pour la soutenabilité d'un système de retraite que l'on pourrait par ailleurs financer en demandant à des gens des dividendes. C'est la proposition que vous faisiez, ou la taxation du capital, ou des choses comme ça. Le lien, je le vois aussi là, et c'est pour ça que je comprends aussi que des manifestants voient l'injustice de la même manière en miroir. Vous le comprenez, ça ? Oui, je le comprends complètement. Okay. Mais justement, moi, j'essaye maintenant de sortir un peu de ça, parce que ce qui m'inquiète aujourd'hui beaucoup, et d'ailleurs, on parlait de démocratie, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que notre système démocratique est un petit peu en difficulté et fait qu'on n'arrive plus à se mettre autour de la table pour essayer de résoudre des problèmes graves et des problèmes qu'on doit affronter là, maintenant. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je constate, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition, là c'est bien partagé, une tendance à désigner l'ennemi, à désigner le bouc émissaire, à désigner celui qui fait mal alors que nous on fait bien. Je l'ai vu malheureusement récemment dans la majorité, quand on commence à accuser des musulmans, je trouve que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on repart sur des amalgames. Comment voulez-vous discuter sérieusement quand on commence à avoir des amalgames qui laissent penser que musulman égale arabe, égale voleur, égale il nous prend nos sous. Enfin, je trouve que c'est grave de sortir ça, surtout quand on est responsable politique. Vous faites référence à une parole de Bruno Le Maire, en l'occurrence. Oui, et je suis choquée qu'il ait dit ça. Je comprends pas. Et de l'autre côté, je vois aussi, et je l'ai vécu parce que c'est dans ma famille politique, même si on a pris des chemins différents, mais des Verts qui, par exemple, continuent à stigmatiser les agriculteurs. Je ne sais pas comment faire. Vous parlez de Sainte-Soline, là ? Je parle en général. La guerre écolo, entre guillemets, agriculteur, c'est un grand classique de la vie politique. Mais on ne peut pas, en fait, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à avoir des gens qui attaquent d'autres gens. Les agriculteurs qui disent « vous êtes des bobos parisiens, vous y connaissez rien, on est dans la merde ». Les écolos qui disent « mais vous vous rendez pas compte, votre système, c'est un système qui est en train de nous tuer ». Résultat, maintenant, dans les campagnes, on n'arrive plus à se parler et c'est en chien de faïence, alors qu'on doit changer de système agricole, qu'on doit absolument s'occuper de ça parce que c'est un problème de santé publique et d'environnement, et qu'à un moment, on ne pourra pas le faire sans les agriculteurs. Donc la question, c'est plutôt comment on fait pour réussir à faire ce changement tous ensemble. Comment on fait ? Moi, avoir des débats sur n'importe quel sujet me pose aucun problème. À partir du moment où on sort des caricatures, on accepte la complexité du monde. C'est un petit peu plus difficile, c'est un petit peu moins marrant, mais c'est aussi ça, être responsable politique. Vous l'avez dit à Bruno Le Maire, ça ? Il s'avère que je ne l'ai pas vu, mais j'ai dit 2 fois. Vous n'avez pas son numéro ? Vous ne lui avez pas fait un message Mais il s'avère que Vous ne lui avez rien dit. Vous nous le dites ici, mais vous ne lui avez pas dit à lui ? Il n'a pas dit à moi non plus. Il m'a pas appelé avant pour me prévenir. Moi, le message est passé. J'aurais dû lui dire. Souvent, quand j'ai un collègue qui dépasse un peu... Mais c'est plus mon collègue. Je fais un petit message, ou un ex-collègue, ou voilà. C'est quelqu'un de ma famille politique, même si j'en ai pas. Il s'avère que j'aurai beaucoup de messages à faire passer en ce moment. Je vous propose de clipper cet extrait et de le poster sur Twitter, et puis comme ça, Bruno Le Maire le verra. Comprennent que je l'assume complètement, mais c'est des paroles publiques. Oui. Donc à un moment, la réponse peut être publique aussi. Absolument. Mais justement, sur ce point-là, on voit quand même qu'il y a une certaine droitisation d'Emmanuel Macron et du gouvernement entre 2017 et aujourd'hui. Une droitisation qui est à la fois sur la forme et sur le fond, en termes de l'équilibre gauche-droite qu'il essayait de trouver en 2017. Il est quand même de moins en moins respecté, et ça se voit avec toutes les lois qui passent. Et justement, est-ce qu'un positionnement de centre-gauche qui pouvait être éventuellement compatible avec un engagement dans la majorité présidentielle en 2017, l'est toujours aujourd'hui. Et quid, par exemple, de ce qui essaye de se recréer au centre-gauche autour de Bernard Cazeneuve et tout ça ? Comment vous percevez cet espace politique ? Je pense qu'effectivement, il y a un espace politique qui, aujourd'hui, n'est pas
organisé, quoi, occupé. Je vous confirme qu'on est un certain nombre dans la majorité à constater avec... comment on peut dire ? On constate, quoi. Qu'il y a, vraiment une migration vers la droite, vers des idées traditionnelles de droite de la majorité, et que cet équilibre est en train d'être rompu. Et donc, nous, dans la majorité, quelle est l'alternative qu'on a, en fait ? Soit on passe dans l'opposition, et quelque part, on rejoint ceux qui sont dans l'opposition et qui ont déjà ce même discours. Soit on reste dans la majorité pour justement continuer à parler à tous ceux qui sont peut-être un peu moins vocaux que moi, mais qui n'en pensent pas moins, et qui peut-être n'osent pas trop parler, parce que vous n'imaginez pas les pressions dont font l'objet ceux qui ont une parole différente. Mais je considère que j'ai pensé en 2017 que la question du dépassement pouvait être intéressante, parce que quand j'ai suivi Emmanuel Macron en 2017, c'est parce que je trouvais que son diagnostic sur les partis moribonds qui n'arrivaient plus à se parler, qui étaient sur leur espèce de dogme, etc., plus personne n'en voulait. Moi, j'en voulais plus. Et d'ailleurs, s'il a gagné, c'est que je pense que c'était assez partagé. Oui, c'est vrai. Et que derrière, il faut reconstruire quelque chose. On est au tout début de la reconstruction. Cette reconstruction, je pense qu'au centre-gauche, elle est vraiment pas faite du tout, mais que des discussions avec des gens comme Bernard Cazeneuve, évidemment, on a déjà eu des échanges et on continue à discuter. Moi, je discute avec des députés de la majorité dont je partage les idées, des députés de l'opposition dont je partage les idées, et je pousse pour que, justement, on puisse travailler le plus souvent possible ensemble pour proposer des choses, pour montrer aussi ce qu'on peut proposer comme alternative. Pour, à la fin, et j'insiste beaucoup, pour à la fin que dans les 4 ans qui viennent, on puisse proposer des choses qui passent et qui permettent d'avancer concrètement parce qu'on n'a pas le temps, et que ensuite, pour 2027, on puisse réfléchir à proposer une alternative. On sait qu'en 2027, le président de la République ne se représente plus. Donc, ça ouvre les possibles. Ouais. Et donc, il y a 2 étapes. Ça aiguise aussi les ambitions. Mais c'est vrai que c'est votre ambition, c'est votre identité politique, Barbara Pompili. Vous faites partie de cette génération de responsables écolos qui, au tournant des années 2010, ont voulu construire la participation des écologistes à des exécutifs pour faire avancer les choses concrètement parce qu'on n'a pas le temps, etc. À la différence peut-être d'autres écologistes qui, et vous les critiquez à l'époque et vous critiquez aussi en retour, étaient davantage dans la revendication, plus vocaux, comme vous dites. Et aujourd'hui, quel bilan vous en tirez ? On a retrouvé un extrait de votre passage sur le plateau de Baxit l'année dernière, où vous nous parliez justement de ce choix de participer à un exécutif. On va le regarder. D'avoir le ministère de l'écologie, avec dedans le logement, avec dedans les transports, avec les questions de l'énergie, avec la biodiversité, avec l'eau, enfin tous ces sujets-là, à un moment, je me suis dit, mais si tu n'y vas pas, toute ta vie, tu t'en voudras de ne pas avoir essayé. Et après, je me serais dit, tu n'as plus le droit de critiquer si tu n'as pas essayé. Quel regard vous portez sur ça, sur la participation à l'exécutif ? Est-ce que c'est aigre-doux ? Est-ce que c'était nécessaire et vous en êtes fiers ? Est-ce que vous dites que les conditions auraient dû être différentes ? J'enlèverai pas un mot de ce que cette personne a dit là. Je pense que si on a chevillé au corps conscience de l'urgence à agir, il faut, là où on est, essayer d'agir le plus possible. Et en tant que ministre, j'ai poussé tout ce que j'ai pu. J'ai eu des moments très durs de frustration, parce que oui, on vit pas dans un monde merveilleux où en fait, à chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde me dit « Oh, vous avez raison, on va le faire, c'est génial ». Non, il s'avère que c'est pas comme ça que ça marche. Sur l'écologie, on fait face à la peur, on fait face à des lobbies, mais bon, des lobbies, il y en a partout. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que là, j'ai demandé à pouvoir travailler sur une mission sur l'acceptabilité de la transition, parce que tout ce que j'ai mis en place, et je tiens à le dire d'ailleurs, parce que ceux qui sont vocaux là, moi je les ai pas vus beaucoup m'aider quand on se battait pour développer les énergies renouvelables, pour empêcher
qu'on arrête de développer les énergies renouvelables, ce qui aurait pu arriver à un moment. Ce sont des moments qui sont extrêmement durs, où je peux vous dire que dans ces moments-là, on se sent bien seul, mais où il faut tenir, et tenir bon. Et donc, je suis très fière qu'aujourd'hui, on avance, mais il s'avère que maintenant, vous mettez des éoliennes, vous avez un front du refus, vous mettez un méthaniseur, front du refus, les ZFE, on nous raconte que c'est des zones à forte exclusion. Enfin, juste, on est en train de parler de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. Alors, à chaque fois qu'on sort un chiffre, les gens se disent 40 000 morts. En gros, il y a les 3 causes de mort évitables les plus importantes, c'est l'alcool, c'est la cigarette et la pollution de l'air. C'est 100 fois plus que les accidents de la route. Si on ne se bat pas pour agir là-dessus, mais moi, je trouverais normal que ceux qui nous suivent nous attaquent en justice en disant vous ne l'avez pas fait. Et ils le font d'ailleurs. Donc on le fait, sauf que le fait est que les gens ont peur, nous disent les zones à faible émission, même les Verts, même des responsables d'agglomération verte me disent on va repousser parce que là... C'est ça l'exercice du pouvoir. C'est l'exercice du pouvoir, mais l'exercice du pouvoir est noble parce qu'on se confronte avec la réalité, mais on fait. Et c'est ça qui est important. Latifa. Vous parliez au début, vous parliez là-dessus, sur ces mesures-là, du secrétariat d'État à la planification écologique. Vous avez souhaité rattacher qu'il y ait un organe qui permette de mettre de l'action écologique dans tous les ministères attachés à la Première ministre. Vous sembliez un peu déçu au début d'en parler ou un peu... C'est pas l'action écologique, la Première ministre s'en charge pas suffisamment ou c'était pas comme vous l'imaginiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, je me doutais que la mise en place de ce secrétariat général prendrait du temps. Bon, ça, c'est un peu inévitable. Donc là, ça y est, il est mis en place. Donc ça a mis un peu de temps. Donc pendant que ça se met en place, on n'avance pas beaucoup. Et puis, voilà, faut être lucide. Le débat sur les retraites a emporté tout le reste. Et donc, pendant ce temps-là, la Première ministre a eu son attention monopolisée sur le sujet des retraites. Et même si le sujet est très important, je prétends que le sujet de l'écologie est aussi très, très important. Moi, je ne fais pas de hiérarchie. Je pense que c'est très, très important aussi. Et que du coup, pendant ce temps-là, elle s'en est moins occupée au sens politique du terme. Et je pense que c'est important de s'en occuper au sens politique du terme, c'est-à-dire là, de lancer des impulsions. Donc là, j'ai entendu que ça y est, il y avait des choses qui allaient avancer sur ce sujet. Donc je regarde, j'attends avec impatience et je vais pousser parce que c'est très important que ça aille vite maintenant. Malek ? J'ai bien compris que vos propos étaient différents de ceux qui ont été mis en titre sur la vision politique d'Emmanuel Macron. Vous dites plutôt qu'il ne communique pas assez dessus. Qui ne l'exprime pas. Il ne l'exprime pas assez, c'est ça. J'aime pas qu'on pense à ma place, donc j'essaye de dire, j'essaye de ne pas faire la même chose, donc je ne pense pas à sa place, je ne sais pas s'il a une vision politique. En tout cas, il ne l'exprime pas. Bon, moi, en tout cas, ma position, c'est qu'il n'en a absolument pas. Ta parole à toi, c'est ma parole à moi, et je l'assume, elle n'engage que moi, et je condamne les violences, je le précise. Donc, Emmanuel Macron vient vous l'avez dit, ceux qui sont les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les plus fragiles, les travailleurs précaires. On vient de leur retirer 2 années de vie en les mettant au boulot. Si on parle donc de la vision écologique, vu que, selon moi, Emmanuel Macron n'a pas de vision sur l'écologie, qu'est-ce qu'il devrait faire là, justement ? Tout de suite, maintenant, oui. Sur l'écologie, il devrait... C'est quoi l'urgence, là, tout de suite ? Vous êtes devant Emmanuel Macron. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Donc je veux bien jouer le rôle pendant 2 minutes. T'es mieux. Mais voilà. C'est vrai, on lui dit quoi, Emmanuel Macron, là, tout de suite ? C'est quoi l'urgence ? Vu qu'il regarde Backseat. Ça va peut-être vous étonner, mais je vais lui dire, l'urgence, c'est de pacifier. C'est l'apaisement ? Oui, alors l'apaisement, maintenant, ça devient un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais je vous l'ai dit, on ne pourra pas réussir. Je vous ai parlé de ces problèmes d'acceptabilité de la transition. On ne peut pas réussir dans une ambiance telle qu'elle est aujourd'hui, où tout le monde se méfie de tout le monde, où tout le monde se méfie de son voisin, parce que ce qu'il a, lui, moi, je ne l'ai pas, etc. On a besoin de recréer un élan, j'ai envie de dire presque un élan national. Moi, c'était un peu ma déception lundi. Je me suis dit, mince, s'il veut vraiment apaiser,
il faut surtout, on arrête les petites phrases où on monte les gens les uns contre les autres, déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est son rôle, en fait, en tant que président, c'est d'emmener tout le monde et de dire, voilà, quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux construire, c'est quoi le pays que je veux construire. Pour moi, je pense que c'est un pays qui se construit pour être résilient face à, justement, au climat, où on va vivre mieux, etc. Et tout ça, après, on peut le décliner dans tous les domaines, et notamment dans les domaines de vie quotidienne, pour dire aux gens, on va faire en sorte que vous puissiez continuer à vous déplacer si vous en avez besoin. On va vous trouver des solutions et on va les construire ensemble parce qu'on va en discuter. Vous avez besoin de quoi pour vous loger, pour tout, quoi. Mais ça, voilà, moi, ça n'est pas dit aujourd'hui. Parce que ça recréerait aussi un peu d'espoir et d'enthousiasme. Et je crois qu'on a besoin d'espoir et d'enthousiasme. Et il y a une demoiselle tout à l'heure qui disait que je souriais et que je riais. Et une fois, alors c'est marrant parce que c'était Mathilde Panot qui m'avait dit une fois, on s'entend plutôt bien avec Mathilde Panot, donc c'est pas un sujet, elle m'a dit, mais pourquoi, mais franchement, vu la situation, comment tu peux sourire ? Je dis, c'est sûr que si je fais la gueule, ça va arranger les choses. Dernière question, après on va passer au quiz à la con. Oui. Est-ce qu'on peut discuter d'environnement, de climat et d'écologie avec l'extrême droite ? Le journaliste Hugo Clément a défrayé la chronique cette semaine. C'est une question que je trouve intéressante. D'autant que moi, sur ce plateau, j'ai toujours assumé de refuser de recevoir l'extrême droite. Donc, j'en prends ma part aussi pour moi. Lui a du coup un point de vue inverse. C'est que non seulement il faut parler avec eux, mais qu'il faut même aller parler chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Barbara Pompili ? J'ai vu ça et je me suis posé la question, t'aurais fait quoi ? Et j'ai pas... Moi, par exemple, j'avais toujours refusé d'aller sur les plateaux de Zemmour. Ouais. Et je suis affolée par la banalisation du Front National. J'arrive pas à l'appeler autrement, mais parce que je suis vieille. Donc pour moi, donc je suis affolée par ça. Je suis affolée par le fait qu'on considère que leurs idées sont comme les autres, que finalement c'est pareil. Enfin, à un moment, j'ai envie de redonner des cours d'histoire et des cours de géographie et de géopolitique actuellement à tout le monde. Et cet affolement, ça. Mais après, il y a un sujet entre le Front National et les gens qui votent pour le Front National. Et quand, aujourd'hui, je constate dans mon coin, enfin chez moi, et puis ça, c'est la même chose dans les sondages, donc quand les deux collent, en général, c'est qu'il y a quelque chose, que maintenant, beaucoup de gens se disent, tiens, je voterai bien pour Marine Le Pen la prochaine fois, parce qu'on n'est pas foutu d'organiser, on n'est pas foutu d'organiser la promesse d'une alternance qui donne envie aux gens. Donc c'est aussi ça, moi, que j'aimerais qu'on travaille. C'est la faute de la gauche. C'est la... non, elle a sa part. Oui, c'est la faute à tout le monde. C'est la faute à sa part. Mais et on sera tous très, à mon avis, on va se réveiller un peu avec la gueule de bois en 2027 si on réagit pas. Donc après, les gens qui peuvent voter pour le Front National, ceux-là, il faut leur parler. Parce que c'est vous et moi, c'est mon voisin. Je comprends, mais donc c'est pour ça que je me posais la question, qu'est-ce que j'aurais fait ? Parce que sur l'écologie, alors ils disent quand même un monceau d'idiotie. Et un monceau, mais c'est même pas, je vais même pas insulter, monceau de choses fausses. C'est tout. C'est factuellement faux. Oui, on l'avait vu pendant la présidentielle. Voilà. Et donc, il faut être capable aussi de fact-checker tout ça. On va continuer cette émission, chers amis, et on enchaîne avec la partie que vous attendez tous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, chers amis, le quiz à la con comme chaque semaine, c'est très simple, il y a 5 questions, 4 propositions de réponses et vous devez essayer de trouver autour de ce plateau quelle est la bonne réponse à la question. Et vous, chez vous, vous jouez puisque vous allez cliquer et voter dans le sondage sur le chat sur Twitch pour nous dire ce que vous pensez être la bonne réponse à chacune de ces questions. Vous êtes prêts ? Oui, toujours. C'est parti. Première question de ce quiz à la con. Lequel de ces acronymes d'anciens partis politiques n'a pas existé ? Ok. Réponse A, le PDF, qui devait être hyper clair et organisé. Le MDR, qui devait être vraiment marrant. Le PCR, qui ne devait pas être très agréable. Et le IRL, qui devait être en phase avec la vraie vie des gens. Selon vous, parmi ces 4 propositions, lequel n'a pas existé ? Il y en a 3 qui ont existé. Ouais, le IRL, il existe. Non, il n'existe pas. J'en sais rien, je te demande. Le IRL. Moi, j'aurais dit IRL aussi. IRL, non. Pourquoi ? Parce que tu connais les autres, c'est ça ? T'as adhéré ? T'as milité, Antoine Dino ? Tout à fait. Surtout au PDF, c'était tout à fait sympathique. Ton côté Fondation Jean Jaurès, exactement. Ça. Ouais, PDF, ouais. Le MDR ? Le MDR, ouais. le mouvement de la démocratie ça pour la much, République. En fait, mais en même temps,
Attends, j'aime ce qui est too much, ça me fait kiffer. Donc, Tu donnes la réponse. Non, j'en sais rien. Non, je sais pas, je viens de l'inventer. On discute. Le mouvement démocrate républicain. Non, j'en sais rien. Je sais pas, Il y a le MDR. des démocraties, il peut y avoir souvent des partis avec Ouais, je suis Ouais, d'accord. Pareil vrai. pour parti, donc pas PDF, Mais pas PCR. Je vous donne mes petits tips. Parti de la démocratie française, parti partage. communiste républicain, PCR. Non, j'en sais rien, je sais pas. Le IRL, Emmanuel Macron y a adhéré depuis le début de la semaine. Là, il le voit sur ses déplacements. Et ça se passe pas très bien. Il y a que des casseroles. IRL, ça tape, ouais. IRL, IRL, Ça me dit l'Institut rien du tout. pour le renouveau de la liberté. J'en sais rien. Vos réponses. Le chat a voté réponse D. Qu'est-ce que vous en pensez? Antoine. Ah bah oui. Toi, tu dis IRL, réponse D. Complètement. Latifa aussi. Le MDR pour moi. Toi, tu dis le MDR, c'est la réponse Ah non, je crois B. que le MDR, ça existait. Barbara Pompili. Bon, le IRL aussi, ça me dit rien du tout, mais après... Faut donner une réponse. On peut pas faire Ah de en même bah, temps, D, là. alors D. Alors, réponse D, c'est la bonne réponse. Bravo le chat et bravo à vous sur le plateau, effectivement. Alors, le PDF, c'était le Parti démocrate français. C'est un parti libéral, scission du mouvement des radicaux de gauche, qui n'a été actif qu'entre 82 et 86. Oh, putain, si on rentre dans les circonvolutions des radicaux entre 82 et 86... Donc le PDF, ça existait. Le MDR, c'est le mouvement des réformateurs qui a été fondé par Jean-Pierre Soisson, successeur de l'Association des démocrates de 1992 à 2002. Ok. Ah, ça a C'est duré. C'était avant Internet. J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, donc le MDR. Parce qu'Internet existait. Et le déjà. PCR, c'est le Parti communiste révolutionnaire, parti Oui. marxiste-léniniste, maoïste, évidemment, actif de 74 à 83. Ah, ils n'ont pas survécu au tournant de la rigueur, les pauvres. Voilà, donc ouais, le PCR aussi existait. Deuxième question de ce quiz à la con. Sur la page de Jean-Luc Mélenchon, on peut trouver un lien vers une seule de ces pages. Laquelle? Réponse A, Staline. Réponse B, le Dalai Lama. Réponse C, Jésus. Réponse D, Faudel. C'est la Waouh. Je trouve ça trop fun, Faudel. Ouais. C'est Sarkozy, Faudel. Je suis quasiment persuadé que c'est le Dalai Lama. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, alors, à un moment, il avait critiqué le Dalai Lama en disant qu'il faisait juste de prier sur un caillou, un truc comme ça. Il y a une histoire, donc ça me... Ah ouais? C'est la page de quoi? C'est sur son site internet? Ah mais non, parce que du coup, vous allez aller vérifier, bande de... non, sur la page quoi? C'est la page Wikipédia. Ouais. Ah, sur la page Wikipédia. Ah, sur la page. C'est différent. Ah oui, différent. d'accord. Son site. Ah non, mais D'accord. Non, alors c'est c'est sur pas la page pareil. Alors, Wikipédia. oui, On ça vient de peut me le être dire ça. dans l'oreillette, c'est bien la page Wikipédia. Oui, Oui, donc ça peut être ça. je pense. Oui, donc oui. Parce que moi, je voyais très bien sur le site de Jean-Luc Mélenchon un truc un peu fun pour tirer sur la droite, sur Sarko, je veux vivre, Faudel, tout ça. Comment t'as Tu déroulé vas une trop com loin. Je vais trop Tu vas loin. trop loin, Malek. Jésus. J'ai besoin de fun. En Jésus. fait. Moi, ça aurait pu être Jésus. Hein. Ouais, ça aurait pu être Jésus. Premier influenceur de gauche de l'histoire, Jésus. Non, je sais pas, je cherche. Staline. Il fait partie de l'UMIC ou pas, du coup Petite vanne, référence à une émission passée. Ok, bah le Dalai Lama, du coup. Donc toi, tu dis réponse B, le chat aussi. Donc toi, tu dis réponse B. Antoine, tu dis réponse B, toi, tu restes dessus. Latifa. C'est pour le fun. Toi, tu dis réponse C pour le fun. Jésus, ouais. Barbara Pompili. Ben, moi, j'ai trouvé Antoine convaincant, donc je le suis. Réponse B, pardon, Dalai Lama, par réponse. Oui, réponse B, Dalai Lama. Et c'est la bonne réponse, bravo, effectivement. Ok. Tout à fait. Bravo, effectivement. Dans le paragraphe Chine et Tibet, on peut lire, Jean-Luc Mélenchon affirme que les partisans du Dalai Lama avaient droit de vie et de mort sur les serfs avant que la Chine intervienne au Tibet dans les années 1950 et que les moines tibétains refusaient d'abolir le servage. Il se prononce contre la création d'un État tibétain qui serait religieux et théocratique. Et de mémoire, c'était en 2008, JO de Pékin, mobilisation partout en Europe contre les JO de Pékin sur la thèse tibétaine, RSF, etc., on s'en souvient. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait donné une voix hyper discordante en disant « Je suis désolé, entre la Chine et le Tibet, moi je choisis pas, le Dalai Lama c'est pas un saint, c'est théocratique, c'est autoritaire. » Il y en a plusieurs, mais il a une énorme punchline à un moment sur le Dalai Lama, je m'en souviens plus exactement, mais c'est une histoire de prier sur un caillou, un truc comme ça. Il a justifié la colonisation du Tibet aussi. Ouais, non, ça fait partie des dingueries qu'il a lâchées sur le truc international. Bon, bah voilà, c'est Jean-Luc. Hein. Troisième question de ce quiz à la con. Et sur la page Wikipédia d'Emmanuel Macron, quel... Casserole, non, désolé. Quel lien hypertexte ne trouve-t-on pas? Apaisement. Cette fois-ci, la question, c'est Sur lequel la on ne page trouve Wikipédia. pas. Hein. Sur la page Wikipédia d'Emmanuel Macron, lequel on ne trouve pas. Réponse A, témoin de Jéhovah. Réponse B, Manu dans le cul. Réponse C, Machiavel. Ou réponse D, Beurre FM. En tout cas, on sait que Bruno Le Maire n'a pas cliqué sur le lien Beurre FM. Alors, Peut-être pas assez souvent.
Ouais. Ah, vous n'allez pas assez sur Wikipédia pour préparer les émissions. Manu dans le cul. Je vois pas pourquoi il y aurait un lien. Mais oui. Manu dans le cul. Mais je le capte. En fait, C'est étonnant. En même temps, ça paraît tellement évident que du coup, ça doit être un piège. Témoin de Jéhovah. soit c'est évident, soit vraiment. Les 4 réponses sont c'est probables. du génie, en fait. C'est du génie. Max, c'est du génie. Parce que donc, c'est des mots liens par rapport à des choses qui seraient passées. Donc en fait, ça renvoie vers une page Wikipédia, si on clique dessus. Oui. Et donc laquelle... Il y a bien un lien avec Emmanuel Macron. Donc il y en a à un moment. 3. Bah, oui, c'est ça. Quelque part dans la page d'Emmanuel Macron, il y a des trucs qui justifient de renvoyer vers 3 de ces trucs-là. Et moi, je veux savoir à quel moment Manu dans le cul est arrivé dans le truc. Tu sais, c'est Max qui écrit les questions, il est peut-être fait. Ben oui, mais Max, c'est un génie. En même temps, c'est un Max, taré, c'est un donc génie, je sais plus quoi faire. Max Parce Chabat, que on Beurre embrasse. FM, il peut avoir fait une citation à un moment, il Oui. peut avoir fait une interview. Oui, oui, oui. Il en a fait FM, pas et mal. puis, À Beurre FM En 2017, quand il disait de belles choses avant d'être président. T'es vénère, toi, en ce moment. Waouh, un peu léger. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Le chat a voté. Ah ouais, c'est tendu dans le chat. La France est coupée en 3. C'est témoin de Jéhovah, mais seulement 36%. Qu'est-ce que vous en pensez? Antoine? Je vais suivre l'avis populaire, je veux dire témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Pas du tout convaincu par rien du tout. Réponse A, selon toi, témoin de Jéhovah. On trouve. Latifa. Moi, je vais dire la B, parce que quand même, ils doivent jeter un coup d'œil à la page Wikipédia du président. Ah, mais c'est pas si simple que ça, justement. Ouais, Wikipédia, les ils empêchent Wikinotes. les modifier les pages par les équipes. Oui, mais ouais, il faut modifier pas mal de pages sur un même sujet. Enfin bref, bref, moi je dis la B. Donc toi, tu dis la réponse B. On notera qu'on s'est pas du tout posé la question pour Machiavel. Oui, c'est vrai. On notera. Je te l'accorde. Voilà. François Hollande, on salue. Manu dans le cul, pour moi, ouais. Réponse B aussi. Ouais, moi aussi. Réponse B également pour Barbara Pompili. Et c'est le chat qui a raison, et Antoine, c'est la réponse A, figurez-vous. Ok. Ouais. Toutes les autres sont vraies. Au paragraphe dans la culture populaire, on peut lire, je cite, en 2019, Damien XVI sort à l'occasion de l'anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes la chanson Manu dans le cul. Ah. Et il y a un lien. Ok. D'accord. C'est Damien XVI, faut connaître la discographie de Damien XVI. XVI. Avant, on a un peu passé l'âge, mais ouais. Tac, donc c'est un truc sur les Gilets jaunes, machin. Il y a quoi d'autre? Ces mémoires d'études sont dédiées à des penseurs politiques, notamment Machiavel. Ok. Ah, il a fait un mémoire sur Machiavel Ok. quand il était étudiant. Ça l'a inspiré? Tu m'étonnes. Et enfin, lors de l'affaire Mohamed Saou, Macron apporte son soutien à ce dernier sur Beurre FM. Que je connais, Mohamed Saou. Voilà. Ancien responsable départemental En Marche dans le Val d'Oise. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus l'affaire en tête. Bref, il a fini par démissionner, quitter. Enfin, bon, Ok, d'accord. Mais oui, c'était pas simple. c'est pas C'est simple une comme histoire. affaire. Ok, d'accord. Bon, un truc C'est pas local. 10 en tout cas, minutes, donc, on le fait, mais effectivement, voilà. sur Beurre FM, il a donné une interview, etc. Donc voilà les raisons, chers amis. 4e question de ce quiz à la con. Lequel de ces titres de livres politiques est faux? N'existe pas. Alors, pensons au bouquin de Réponse Ségolène. A. Ce que l'on ne veut pas que je vous dise. Ok. Réponse B. Ce que je peux enfin vous dire. Celui-là est Réponse vrai. C. Je ne me tairai plus. Réponse D. Je vous dirai tout. Et t'as les chiffres de vente pour ces livres? C'est quoi, 10? J'ai pas les chiffres de vente, mais j'ai la réponse à la question, mais j'ai pas les chiffres de vente. C'est triste. Lequel de ces titres de livres est faux? Moi, je dis D. Je vous dirai tout? Ouais. Ok. Moi, j'ai un souvenir d'un livre qui a existé qui s'appelle Promis, j'arrête la langue de bois. Jean-François Qui a été Copé. écrit par Jean-François Copé. Une merveille, ce livre. C'est ouais. Un très grand moment. Je vous dirai tout. Il y avait aussi, Je crois que c'est le top 1, quoi, le meilleur. il y avait aussi Serge Dassault, Mon projet pour la France, que j'ai offert à un pote communiste pour son anniversaire. Et on l'ouvrait à n'importe quelle page. On se pissait dessus de rire tellement c'était mal écrit, nul. Enfin, c'était vraiment une espèce de droite populo un peu débile. Oh, on travaille pas assez dans ce pays. Enfin, vraiment, putain, merde. Je crois que mon projet pour la France, il doit y en avoir eu beaucoup. Mais bon. Oui, mon projet pour la France, il y en a eu 2-3 des bouquins qui s'appellent comme ça. Oui, c'est vrai. Le premier, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, j'ai l'impression que c'est le titre du bouquin d'Alexandre Benalla. Mais peut-être que je me trompe total. Le C, je sais, je l'ai lu. T'as lu le bouquin? J'ai lu le bouquin. Ok, d'accord. Bon. Comme ça, je vous tue tout de suite le truc. Le chat, il répond. Réponse D. Je dirais D aussi. Toi, tu dirais D aussi? Je vous dirai tout. Qui a envie de tout dire? Personne. En politique. En tout cas, de le promettre sur la couve d'un bouquin, si Ouais. Ok, donc toi, t'as aucune personnalité, Antoine, tu suis le chat aujourd'hui. D'accord, j'ai compris. Non, mais j'ai influencé le chat. C'est vrai que t'as influencé tout à l'heure, c'est vrai, je te l'accorde. Latifa. Je ne me tairai plus, parce que ça fait trop... Je ne me tairai plus. Ouais, avant, on était menacés. Enfin, quand on est responsable politique, on est... Enfin, bref.
Je ne me tairai plus, ça me... Tu les connais comme moi, ceux qui chialent sur tous les plateaux en disant je peux plus parler, on m'empêche de parler. Ils disent ça sur tous les plateaux. Non, c'est vrai, mais après sortir un livre en disant ouais, ça on m'empêche de parler. Ah, ta gueule. Pardon. Malek, donc toi tu réponse B pour moi. C, toi tu dis réponse B, ce que je peux enfin vous dire. Barbara Pompili. Moi D. Réponse D, je vous dirai tout. Et c'est la bonne réponse. Ouais. Bravo Barbara Pompili, effectivement. Ouais. Et le chat aussi, vous avez trouvé. Ouais. Le premier, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, c'est un livre de Frédéric Dumas, sorti en 2022, que nous avions reçu sur le plateau. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Ouais. J'étais là. Il était venu nous parler de son bouquin. Je suis idiot. En plus, t'étais sur le plateau. Mais j'étais sur le plateau, j'ai lu le bouquin en plus. Ah ouais, je l'ai pas lu pour l'émission, je l'ai lu après. Un bouquin règlement de compte. Ouais, waouh. Pas ouf. Hein. C'est un chapitre, une personne, et puis ça envoyait. C'était pas trop l'apaisement. Ah non. On n'était pas dans une logique d'apaisement. On était sur un règlement de compte hyper vénère, mais on l'avait reçu et était venu nous en parler. Le livre, ce que je peux enfin vous dire, c'est Ségolène Royal en 2018. Voilà. Et la C, je crois que c'est Amine. Non, du tout. Ok. Non. Vous savez qui c'est? Je ne me tairai plus. C'est qui? C'est Claude Barthelone. Oh. Oui, il a aussi. Voilà, ancien député, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien parrain de la Seine-Saint-Denis. Amine El Bailly, qui était responsable républicain, son livre c'était Je ne me tairai pas. Je me suis fait piéger. Bravo, Max. T'avais pas lu le bon. C'est vraiment le manque d'originalité du bouquin. Allez, 5e et dernière question de ce quiz à la con. En 2017, le Discord Insoumis sort un jeu pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Quel est le nom de ce jeu? Si vous connaissez le titre, vous le hurlez pas, vous laissez les autres galérer. Réponse A, League of Legends. Réponse B, Ocarina of Tax. Réponse C, Fiscal Combat. Réponse D, Grand Theft Auto Entrepreneur. Je trouve ça fun. C'est mieux que le serveur Minecraft d'Emmanuel Macron. Oui. On l'avait visité le serveur Minecraft en live. Il y avait Nemo qui se baladait sur le serveur, on pouvait lui parler. Je me rappelle. Il y avait une gendarmerie. Je me rappelle. Oui, c'était bon. Je me rappelle. Et puis on nous avait dit que ça c'était bien aussi pour inciter à s'inscrire sur la liste électorale. Il y avait un truc qui était bien. Non, il y a un truc qui était bien sur le serveur d'En Marche, effectivement, c'est que quand tu rentrais dans la mairie sur Minecraft, si tu parlais à un PNJ qui était derrière un bureau, il te demandait es-tu inscrit sur la liste électorale, clique ici pour vérifier. Et ça te renvoyait vers le. Et ça, je trouve. Ok, ça j'admets, plutôt cool, bien pensé. Ça aurait été vraiment cool si la secrétaire d'État déléguée à la citoyenneté aurait fait un vrai travail d'inscription sur la liste électorale. Marlène Schiappa, on t'embrasse. Mais toi, ok, donc là ce soir tu. D'accord, je suis désolé. Moi je suis là pour dire il y a des trucs bien qui sont faits. Toi, tu mais dis, c'est bien, mais ça aurait été mieux aussi. Ça aurait été mieux aussi, voilà. Ok, je te l'accorde. Du coup. C'est mieux que le fond Marianne. Je sais que les gens dans le chat, ils ont tous. Désolé. Allez. Les gens dans le chat, de toute façon, ils ont tous fait leur PB sur ce jeu. Vous connaissez la réponse. Tu connais la réponse, toi, Latifa, ou pas? C'est Fiscal Combat. Tu connais la réponse, toi? Je trouve que Fiscal Combat, c'est le plus sexy. Je le connais pas, la réponse. Vous avez joué à Fiscal Combat? C'est la bonne réponse, effectivement. Okay. Oui. Qui a joué? Fiscal Combat. Et il y avait aussi la version avec Manon Aubry, qui était tête de liste pour les européennes. Et elle se battait contre Van der Leyen et contre les taxes et tout, machin. Effectivement. Mais j'aime beaucoup League of Legends, Ocarina of Tax et Grand Theft Auto Entrepreneur. C'est très fort. Si ça vous donne des idées pour les européennes, pour la présidentielle, n'hésitez pas à Dev. Et donc, effectivement, c'était Jean-Luc Mélenchon qui secouait les oligarques, les uns un à un. Et donc, c'était en 2017. Donc, il y avait Jérôme Cahuzac, Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Pierre Gattaz, Patrick Balkany, Liliane Bettencourt. Au revoir François Fillon, donc il le secouait pour qu'il rende l'argent, etc. Voilà, c'était pas le voilà. Mais donc c'était effectivement ça. Bon, moi bravo pour ce quiz à la con. Vous en êtes tous super bien sortis. Chers amis, on va remercier Barbara Pompili d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci Barbara Pompili.